Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de projecteur sur le circuit de monnayage et de corruption autour des tests Covid-19. Malgré la mesure gouvernementale de gratuité des tests, des Camerounais désirant se rendre à l'étranger déboursent d'importantes sommes d'argent en échange d'un diagnostic souvent fabriqué bien loin des laboratoires agréés. Comment en est-on arrivé là? Enquête inédite au cœur de ce journal. La vie chère dans la ville de Douala impacte sur le jeûne du Ramadan. De nombreuses familles de la communauté musulmane éprouvent des difficultés à pouvoir se nourrir et s'alimenter. Et pour cause, les produits des denrées alimentaires connaissent une flambée, les prix connaissent une flambée sur le marché. Information confirmée par les analyses menées par l'Institut national de la statistique. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des membres de l'ensemble national n'ont plus le cœur à jouer du théâtre, à faire des ballets, ou encore moins de jouer de la musique, dénonçant des conditions iniques d'un licenciement sans paiement de leurs droits. Ils ont manifesté leur colère devant le ministère de la Culture des Précisions avec Rodé Ngassi et Gizogo. L'artiste venu du monde de la musique, de la danse et du théâtre, dont le ministère des Arts et de la Culture est la tutelle, est en ébullition. Ses membres ont manifesté devant le ministère des Arts et de la Culture à Yaoundé pour protester contre ce qu'ils qualifient de leur licenciement abusif. Nous sommes les ex-personnels de l'ensemble national, recrutés depuis 2006 par voie de concours national et rejetés comme des malpropres en janvier 2020. Sur les pancartes que brandissent les membres de l'ensemble national, on peut lire leur colère, lesquelles justifient leur mouvement d'humeur. On est obligé de passer à cette étape de grève. En fait, ça fait depuis 14 ans et maintenant depuis 1 an, 6 mois que nous sommes là sans rien. On est passé par toutes les voies. En effet, comme l'attestent les lettres de cessation de service, le ministre Pierre Ismaël Bidumpat a effectivement mis un terme aux activités de 64 membres de l'ensemble national à la date du 31 décembre 2019. Pourtant, en quoi les membres déflatés de l'ensemble national, leurs revendications sont restées lettres mortes jusqu'ici. Nous avons écrit à la primature. Nous avons d'abord commencé par demander l'audience à notre ministre. Au moins 4, 5, 6 fois, il ne nous a jamais reçus. Nous sommes allés à la primature, nous sommes allés à l'inspection du travail. Nous avons même écrit à la présidence parce qu'on est vraiment désespérés. On n'a rien fait. Un matin, on nous appelle, on nous dit venez prendre les lettres de cessation de service. Sans raison, sans raison. Après 14 ans de service, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. On est vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont plus camerounais que d'autres. Est-ce qu'on doit marcher la larme à l'œil dans notre pays? Nous sommes des parents. Si un moment, il a été question d'une indemnisation d'un montant de 1,5 million de francs CFA, jugée finalement insuffisante, ou d'une intégration dans le corps des agents de l'État, selon le nouveau statut de l'ensemble national, en fin de compte, ni l'une ni l'autre option n'a été retenue. Les membres de l'ensemble national réclament donc le paiement de leurs droits. Si les arts et la culture n'ont plus besoin de nous, qu'ils nous indemnisent, nous restons au quartier comme ils ont bien souhaité. Nous réclamons tous nos droits sociaux professionnels. On est passé par toutes les voies administratives jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière, c'était les deux semaines que nous avons fait des sittings au niveau du ministère des Arts et Culture. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse favorable. Alors que le ministère des Arts et de la Culture n'a pas souhaité s'exprimer sur ce mouvement d'humeur, les pancartes des manifestants ont été confisquées et ceux-ci dispersés par la police après le départ d'Equinox Télévision. Arrondissement de Loum, situé dans le département du Mungo, des populations en colère s'insurgent contre l'attitude du maire, lequel est accusé de tentative d'expropriation foncière. Le mis en cause refuse ces allégations, estimant que la municipalité est en train de mener des travaux d'embellissement et d'assainissement de cette localité. D'autres précisions avec Jacques Molon et Kediara.
le maire de la ville de Loum en justice, avec une partie de sa population. Voilà le scénario vers lequel on se dirige dans les jours à venir. À l'origine de cette affaire, un litige foncier qui les oppose sur un espace situé entre la place des fêtes de Loum et les habitations. Espace sur lequel le maire envisage faire des travaux d'embellissement et la construction d'un mur de soutènement. Cette nuit de soutènement pour mettre les pavés, comme vous le constatez. Dans toutes les villes, on aménage les places de fête. Et ces endroits qui sont là, que vous voyez, sont déclarés, ce sont des endroits qui sont déclarés d'utilité publique depuis 1972. Et dans le plan d'occupation du sol, c'est la zone urbaine de la ville de Loum. Des déclarations contestées par la population qui estime que le maire n'est animé que par un seul désir, celui de s'approprier leurs terres. Il veut casser tout le monde ici là et il veut casser les tombes de nos parents. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a d'abord cassé de l'autre côté, là où il y a les boutiques. Vous avez vu là où il y a les boutiques, il a d'abord cassé là-bas, il n'a rien fait. Maintenant, il s'attaque aux riverains. On ne peut pas donner les terres aux gens et les gens veulent se protester pour nous. C'est nous qui avons donné les terres aux gens. Nous sommes des bafous, nous sommes sur nos terres. Les mairies, bien les tribunes sont neutres. Il n'y a jamais une barrière dans les tribunes. S'il veut mettre les pavés, il y a les places là où il peut mettre les pavés. C'est pas derrière. Même à la mairie, il peut mettre les pavés. Et il y a les routes qui sont délabrées, qui commencent par là pour mettre les pavés. Pourquoi il regarde ici derrière? Alors que le maire, Guy Wambo, déclare que l'espace querellé appartient à la mairie, les populations, parmi lesquelles d'anciens conseillers municipaux, soutiennent le contraire. Nous avons fouillé pendant que nous étions conseillers. Il n'y a aucun document à la mairie qui dit que cette partie appartient à la mairie. Si tel est le cas, que le maire vienne avec ces documents et que nous voyons, le don fait par les bafounes à la mairie, il doit avoir un croquis avec les bornes et tout. La limite c'est là, comme je vous ai montré. Et personne n'a été dédommagé. Nous avons le caveau là-bas où on a enterré tous les grands-parents. Les Nzingomon comme le sont enterrés là, les papas Ntongo sont enterrés là. Une descente sur le terrain est prévue ce vendredi par des autorités compétentes en vue de faire éclater la vérité dans cette affaire. C'est une situation préoccupante pour des élèves et enseignants du lycée bilingue de Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala. Les toitures de salles de classe ont été endommagées, des tables bancs également détruits à la suite d'un violent orage qui s'est abattu dans la ville de Douala dans la nuit de mardi à ce mercredi. L'inquiétude est à son comble et pour cause, des élèves ont du mal à suivre les cours dans des salles de classe complètement détruites par les orages. C'est le constat que font Martin Abanda et Robert Mokoubé dans ce reportage. Dans ces salles de classe du lycée bilingue de Mabanda, par l'ombre d'un seul élève. Ceci, suite à la violente pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala, entraînant la perte des toitures de ces lieux d'apprentissage. Des tables bancs également en ont fait les frais. J'étais dedans, je travaillais mes petits jobs. J'ai souvent compris comment le vent arrivait. Trop fort en mer. Donc moi, comme je connais déjà comment est la situation de notre quartier, je voulais fuir, mais je trouvais comment la toiture du lycée est en train de voler en l'air, comme un avion, jusqu'à me venir taper sur la maison d'un frère ici. Et quand j'ai regardé ma part aussi était touchée. Les conséquences de cette manifestation naturelle témoignent de son amplitude. Selon le témoignage du gardien de l'établissement, Mabanda, situé à proximité de la mer, connaît régulièrement des vents et est exposé à encore plus violents au moindre orage. Nous avons souvent un très grand vent ici à Mabanda. Donc quand ça arrive là, on a toujours les dégâts. Ce sinistre est une invitation pour l'autorité administrative à prendre connaissance et conscience des réalités que vit la communauté éducative de cette école. Mais la grande inquiétude est celle de ces élèves et parents qui s'interrogent sur la terminaison de ce dernier trimestre. La vie est de plus en plus chère dans la ville de Douala. Selon l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages ont connu une hausse considérable. Au mois de mars 2021, les produits alimentaires, les articles de l'industrie d'habillement sont inaccessibles pour des citoyens
aux revenus modestes. D'autres détails avec Faral Bounia et Aïk Cyril. De l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages ont connu une hausse considérable au mois de mars 2021, rendant la vie beaucoup plus chère dans la capitale économique Douala. En ce qui concerne les produits alimentaires par exemple, l'INS cite les poissons et fruits de mer dont les prix ont grimpé de plus de 2,7% comparativement à la période d'avant mars 2021. Les prix des viandes sur le marché ont augmenté de 1,8%. Le lait, le fromage et l'œuf connaissent quant à eux une hausse estimée à plus de 0,8%. Dans un tableau qui montre la courbe ascendante des prix à la consommation finale des ménages, l'Institut national de la statistique attribue la hausse des prix des poissons et fruits de mer à la progression des poissons frais tels que la carpe et la morue, des autres produits de mer congelés à l'instar du maquereau, du mâchoiron, du capitaine et des bars. Si l'augmentation des prix de la viande sur le marché en mars 2021, selon l'INS, a un lien avec la hausse des prix de la volaille, les prix des pains et céréales sont quant à eux en hausse du fait notamment de l'accroissement des prix des céréales non transformées. L'INS cite dans ce cas le maïs sec en grains, le riz brisé local ou importé. Mais il n'y a pas que les produits alimentaires dont les prix ont connu une hausse au mois de mars dernier. L'Institut national de la statistique souligne que dans l'industrie de l'habillement et chaussures, il y a également une flambée de prix à Douala, en ce qui concerne notamment les vêtements de dessous pour hommes et femmes. De manière générale, constate l'INS, par rapport à mars 2020, mars 2021 a connu une flambée des prix de l'ordre de 1,9% dans la ville de Douala. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 3,4%. Les boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants de plus de 3,5%. Selon l'INS, même les prix des activités de loisirs et culture ont connu une hausse plus de 2,8%. L'Institut national de la statistique conclut son rapport sur le coût de la vie à Douala, la capitale économique du Cameroun, en mars 2021, en indiquant que les prix des produits locaux ont augmenté de 2,4%, bien plus que les produits importés dont les prix ont augmenté de 1,4%. Ces tensions inflationnistes observées sur les marchés ont un impact sur des familles musulmanes à revenus modestes dans la capitale économique du Cameroun. Elles ont du mal à s'approvisionner en produits alimentaires utilisés durant la rupture du jeûne de Ramadan. Ces familles essayent tant bien que mal de pouvoir tenir jusqu'à la fin de cette période de pénitence et de privation pour la communauté musulmane. D'autres précisions avec Dallas Kana et Martin Abanda. Les habitudes alimentaires de la communauté musulmane en période de Ramadan sont orientées vers un ensemble de produits bien précis. Les produits les plus consommés, c'est la viande. Il y a la viande, il y a les riz, il y a les fruits. On ne laisse pas indifférent d'autres, on n'a pas de distinction. Chacun a sa préférence, mais tout marche. Le riz, le sucre, il y a l'huile, il y a la farine, pour faire exemple le beignet. La sollicitation de ces denrées trouve raison dans leurs apports en termes d'énergie, surtout après une journée de jeûne. La sollicitude pour certaines familles est de pouvoir se les approprier au vu des temps qui courent. C'était de 400 maintenant à 450 le kilo de riz. Mais il y a certaines quand même actuellement on va à 400 toujours. Mais ça dépend du riz. Même si ça a augmenté, on ne peut pas léser d'autres personnes quand ils viennent casser le jeûne. Donc on accepte, on fait avec ce qu'on a, on partage le peu que Dieu nous a donné. Pour d'autres maisonnées, la surenchère sur les produits n'est pas ressentie. Si oui, pour les pèlerins qui dénoncent un coût élevé sur les conditions à remplir afin de voyager en cette période de Covid. Bon, jusque-là, on n'a pas connu trop de difficultés sur les denrées alimentaires. Le gros problème qu'on a eu, c'est pour effectuer les pèlerinages qu'on fait dans les mois de Ramadan. Ça n'a pas été effectué. On nous a dit quand même, voilà les conditions à tenir pour les faire. Mais ce n'était pas facile pour quelqu'un de les faire. Parce qu'il y a trop de mesures appliquées, l'argent a augmenté. Contrairement à l'année dernière, où les fidèles musulmans priaient et cassaient le jeûne dans la restriction familiale, cette année, les mosquées accueillent certes
mais dans le respect rigoureux des mesures barrières. Et le partage sera toujours du rendez-vous. Donc il y avait le Covid, donc on n'avait même pas prévu la distanciation. Donc chacun priait chez lui à la maison, avec sa famille, ce n'est que ça. Donc cette année on a eu le privilège, ne serait-ce que juste mettre les cache-nez, on prie ensemble. Il n'y a pas la distanciation, donc on prie ensemble. Donc d'autres nous amènent les dates, d'autres amènent la nourriture, d'autres, donc c'est en quelque sorte comme ça qu'on s'unit. Donc chacun apporte sa contribution, chacun apporte sa contribution. Donc ça nous permet de rompre bien le ramadan avant d'aller faire notre prière. La fin de la pénitence du ramadan suscitera une seconde nuit de doute vers la fin de ce mois pour définir la date définitive de l'Aïd el-Fir qui clôture vers le 12 mai. Et la fin du jeûne du Ramadan pourra intervenir la semaine prochaine selon les dignitaires religieux musulmans. Évoquons à présent cette problématique qui préoccupe les différentes autorités en charge de la sécurité en Afrique centrale, comment lutter contre les irrédentismes et les séparatistes dans la sous-région Afrique centrale. Réflexion abordée durant le colloque de l'école supérieure de guerre à Yaoundé. Compte rendu, Joël Sengue et Gizogo. L'irrédentisme et le séparatisme au menu des réflexions de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé et SIG. À la faveur du colloque international 2021 de cette institution de l'armée camerounaise, le thème retenu s'articule autour de la résurgence des mouvements irrédentistes et séparatistes en Afrique. Quel défi pour les perspectives d'émergence des États victimes? L'attention des stagiaires venus de plusieurs pays est donc particulièrement appelée sur cette question. Il s'agit d'une thématique actuelle, prégnante, dont la pertinence n'est plus à démontrer dans le contexte de plusieurs États africains en général et du Cameroun en particulier. Vous aurez à explorer les champs de développement au sein de nombreux États, de groupes radicaux aux velléités séparatistes. Pour souligner l'ampleur de ce phénomène, son impact négatif est alors mis en relief. Les actions violentes de ces mouvements, qui disposent parfois d'équipements militaires de pointe, ralentissent inévitablement les efforts de construction de nos jeunes nations, compromettent la stabilité de nos institutions et la cohésion du corps social. Ce qui, à en croire les experts, alourdit les dépenses des États. C'est un phénomène dont la résurgence met à mal les politiques de stabilité, les politiques d'intégration et les politiques de développement de nos États. Alors que les besoins économiques, les difficultés économiques et les programmes de développement devraient occuper davantage nos États, nous sommes plus préoccupés par les questions de stabilité qui sont des questions particulièrement onéreuses. Pour y faire face, l'option est de doter les stagiaires de l'ESIG de capacités à agir face à cette menace. C'est un phénomène que le Cameroun connaît, que d'autres pays africains connaissent et qu'ailleurs, à travers le monde également, on connaît. Il était donc important que les stagiaires de l'École supérieure internationale de guerre soient outillés sur ces questions qu'ils auront à adresser dans leurs différents pays, aussi bien en termes réactifs qu'en termes préventifs. Il s'agira dès lors pour vous de faire ressortir les fondements et les enjeux des logiques séparatistes auxquels nos États sont confrontés, d'évaluer l'impact de la résurgence des mouvements séparatistes sur le devenir des pays impactés et enfin de proposer des stratégies régionales, sous-régionales, nationales et communautaires résilientes pouvant permettre aux États victimes de faire face à ces tendances négatives. Tout un programme dont l'acuité se mesure à l'aune de la gravité de la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis 2016. Plusieurs générations de Camerounais ne l'ont pas connu. Yahouach était le tout premier ministre anglophone du chef de l'État Paul Biya durant les années de Braise. Il a marqué la vie socio-politique dans le pays. Décédé à l'âge de 87 ans, il était alors sénateur RDPC dans la région du Nord-Ouest. Il était engagé pour désamorcer à la fois les crises politiques dans le pays et les crises sociopolitiques dans les régions anglophones. Son parcours évoqué dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat.
Quand quelqu'un entre dans un match, c'est pour gagner. J'espère gagner. Si je perds, bon, je veux essayer un peu prochainement. Autrement, j'espère gagner. Comme tout le monde, comme mon confrère Frondi, j'espère gagner. Si j'échoue, j'attends un autre tour. Si j'échoue, j'attends un autre tour. De toute la carrière politique de Simon Achidiachou, son slogan « Politics Nanjangi » a frappé les esprits et marqué à jamais la mémoire collective de toute la scène politique camerounaise. Sa conception de la politique du donnant-donnant se matérialise si bien avec Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État fraîchement réélu en 1992, qui fait un retour d'ascenseur à Simon Achidiachou en le nommant Premier ministre le 9 avril 1992, à la suite des premières élections législatives pluralistes au Cameroun. Au prix d'une rude concurrence électorale, l'enfant prodige de Santa avait mouillé le maillot pour faire échec au Social Democratic Front, sur un terrain du Nord-Ouest considéré comme un bastion imprenable du chairman John Frondi, leader politique qui mena une lutte de haute main pour l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1990. Après le court bail de 4 ans de Simon Achidiachou à la primature, le père de Politics Nanjangi disparaît de la scène et réapparaît en candidat aux primaires sénatoriales d'avril 2013 avec un bonus de vice-président à l'élection du bureau du Sénat. Fait marquant durant son passage à vide de sa sortie à la primature le 19 avril 1996 à sa mort le 4 mai 2021. Simon Achidiachou est resté fidèle aux idéaux du RDPC et surtout très loyal à Paul Biya, le président national de son parti. La flamme militante de ce membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est restée ardente et même débordante jusqu'à sa disparition à l'âge de 87 ans. Au-delà de son séjour au Premier ministère, sa carrière parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, Simon Achidiachou a été un grand serviteur de l'État. Traducteur-interprète à la présidence de la République sous Amadou Ahidjo, inspecteur d'État en 1968, secrétaire général du ministère de la fonction publique en avril 1971 et surtout ministre de la Justice de 1972 à 1975. Après une traversée du désert de 17 ans du gouvernement, Simon Achidiachou rebondit et scintille à l'immeuble Étoile de 1992 à 1996. Le public doit encore patienter pour que le voile soit levé sur l'identité des lauréats des concours de la meilleure mascotte et de l'hymne de la CAN prévue l'année prochaine au Cameroun. Une shortlist des meilleurs projets a été établie dans chaque catégorie. Seule l'identité de la mascotte est connue. Ce sera Mola, une identité, une appellation bien familière aux Camerounais. D'autres détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore le bout du tunnel, puisque nombre de suspens planent encore sur les résultats définitifs que tout le monde attend. Qu'il s'agisse de la mascotte ou de l'hymne de la CAN, il faudra encore patienter pour que le voile soit levé sur les propositions qui ont retenu l'attention des jurys. Pour l'instant, ces résultats sont anonymés et il s'agit maintenant pour le COCAN, à travers la commission compétente, c'est-à-dire le secrétariat technique, de les désanonymer et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Pendant 10 jours, le jury hymne a évalué 100 projets, au même moment que celui chargé de la mascotte avait sur sa table pas moins de 35 propositions. Ce sont des hymnes qui reflètent à la fois l'amour du football, l'amour de la patrie Afrique, l'amour de la patrie Cameroun, et l'expression de la galvanisation des peuples dans un élan de convivialité sur 100 candidatures, n'avoir à retenir qu'une shortlist de 3 exigeait tout naturellement une méthodologie extrêmement soutenue, extrêmement exigeante, extrêmement rigoureuse. Parmi les critères d'évaluation de la mascotte, la fonctionnalité, l'adaptabilité, le message et autres esthétiques. Quant à l'hymne, le jury a particulièrement scruté la mélodie, le texte, la contribution à la promotion de l'image de marque du Cameroun, sans oublier l'aspect originalité qui était valable pour les 2 concours. C'est dire que le choix des 3 meilleurs projets dans chaque catégorie n'a pas été facile, avec des notes comprises entre 12,9 et 9,6 sur 20 pour la mascotte,
et entre 113,59 et 111,71 sur 100 pour les postulants à l'hymne de la CAN. Quant à l'identité de la mascotte, une appellation plutôt conviviale est en passe de rafler la mise. Il s'agit de Mola, dont le sens n'échappe à personne. Le public qui attend que le suspense soit levé pourrait avoir son mot à dire. Nous procéderons à une grande cérémonie spectacle au cours de laquelle ces œuvres seront dévoilées au grand public. Et peut-être y aurait-il la possibilité pour le public, à travers des modalités qui pourraient être définies, de contribuer selon un certain coefficient à l'enrichissement du travail fait par les distingués membres du jury. Il reste attendu que ce travail devra recevoir l'onction de la CAF et la validation du président de la République. Officiellement, les tests Covid-19 sont gratuits au Cameroun, mais de nombreuses personnes désirant emprunter un vol commercial font face à une montagne d'obstacles et de procédures pour obtenir les résultats d'un test PCR, document indispensable pour se rendre à l'étranger. Ces manœuvres sont orchestrées pour amener des voyageurs à débourser jusqu'à 100 000 francs CFA en échange d'un faux test Covid-19. Nos reporters ont mené l'enquête durant près de 2 mois. Cédric Chouna, Théophile Tchunke, Steve Boulet et Donald Brice Camra ont mené une enquête avec l'appui de Data Cameroun sur les circuits de monnayage et de corruption autour des tests Covid-19. Suivez plutôt. C'est un après-midi plutôt ordinaire ce jour-là, à l'hôpital de district de Lorbaba dans le 3e arrondissement de Douala. Christian, qui se fait passer pour un voyageur, arrive au sein de la formation hospitalière. Dès l'abord de cet infirmier ayant pris une pause au détour d'une réunion, il introduit le sujet. Il se présente comme un voyageur à la recherche d'un test Covid-19 pour un vol prévu le lendemain. Je suis camerounais comme vous. Ah, mon frère. Je suis camerounais comme vous. Au bout de quelques minutes d'échange, il propose de régler le problème contre une somme que l'usager fixera lui-même. Plus tard, il l'oriente vers un médecin et au bout de quelques minutes d'échange, ce dernier inscrit le pseudo-voyageur sur la plateforme régionale d'obtention des tests et 45 minutes après, Christian doit régler la facture. Le médecin vient de finir avec la préoccupation. Tu dois y aller. J'ai commandé. Là, je vois dans 2 heures. J'adore. C'est ça que tu comptes comme ça, comme les billets. Ouais, comme les billets. Avec 20 000 francs CFA, le médecin lui remet son résultat. Le voici. Test PCR négatif sans aucun prélèvement au préalable. Nous sommes en face de l'illustration d'un réseau de corruption et de monnayage autour des tests voyageurs au Cameroun. Les méthodes sont des plus simples aux plus complexes. Négociation lors du prélèvement, monnayage des tests à l'aéroport, falsification des résultats, etc. Avec 4 escales dans des centres de testing à Douala, Eric, ici en image, est orienté vers médecin de l'hôpital La Quintini, présenté comme délivrant des tests voyageurs en urgence contre 15 000 francs CFA. Ce qu'on a fini par payer, c'était dans les 15 000 par personne pour obtenir ces tests. Au finish, le test est sorti et on a essayé de savoir si c'était le bon ou si c'était le mauvais. Donc, quand c'est sorti, on était obligé d'aller à l'aéroport plus tôt avec ça pour se renseigner auprès des autorités ceux qui sont en charge. On a constaté que c'était bon. Ils ont dit qu'il y a des numéros de série et puis il y a des enregistrements qui sont là. Sans être prélevé, il est déclaré négatif au Covid-19 et s'envole pour un déplacement au Kenya. Eric lui a très peu dépensé car, dans certains cas, des usagers se font prendre jusqu'à 100 000 francs CFA pour un test Covid-19, un test pourtant déclaré gratuit par le gouvernement. Le cas de cette Camerounaise établie en France et qui a récemment séjourné à Yaoundé. En mi-avril dernier, elle s'est déchaînée sur son compte de Facebook. Vous faites exprès de sortir un test négatif, vous attendez que je vous donne 5 000 francs CFA pour que vous me donniez enfin mon test qui était négatif. Vous me le vendez à 5 000 francs CFA. Où va le monde là? Où va le monde? Les Camerounais, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quelle honte! Quelle image que vous laissez de nous! Vous pourrez justement vous faire délivrer un test Covid-19 négatif, même si vous êtes positif, à condition de payer
C'est à prendre ou à laisser. James Durand a raté son vol le 16 avril dernier pour n'avoir pas compris les codes liés au monnayage des tests Covid-19 à Douala. Nous autres, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Moi, je vis dans un système où tout est clean. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez à la pharmacie, vous demandez ça, on vous donne. Vous arrivez quelque part, vous avez pris rendez-vous. Monsieur Kamga, machin, vous êtes là, ok. On traite votre dossier, votre situation, vous rentrez chez vous. Mais j'ai appris d'autres choses après mon échec. Hein, enfin, j'ai dit après avoir raté mon vol, j'ai écouté les murs et les pas mûrs. Est-ce qu'il faut dire que c'est le Cameroun? Oui, on va dire que c'est le Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun que ces choses se passent. Des sources dans l'entourage du délégué régional de la santé publique du littoral confirment que certains agents de santé retardent volontairement les résultats de certains usagers ou faussent les diagnostics afin d'obtenir des monnayages contre le retournement des résultats. Les plaintes fusent, notamment sur les réseaux sociaux, où des victimes n'hésitent plus à interpeller souvent avec véhémence le ministre de la Santé publique sur son compte Twitter. Dans certains cas, les procédures, lorsqu'elles suivent le cours normal de 72 heures, peuvent être longues du fait des lenteurs dans la chaîne d'approvisionnement des réactifs ou des difficultés à analyser des quantités importantes de prélèvements. Le chef du district de santé de Nebel, qui nous présente son dispositif, dit se référer à la délégation régionale dans ces cas-là. Ici au district de santé de Nebel, je peux le dire, la main sur le cœur. De toutes les façons, ceux qui sont avec moi savent comment j'ai réagi lorsque une situation pareille est exposée dans notre district. Sur 68 interlocuteurs rencontrés entre février et mai 2021 par notre équipe d'enquête, 57 ont confié être informés ou impliqués dans des circuits de fourniture de faux tests Covid-19. 20 ont avoué avoir fait recours aux faux tests pour quitter le Cameroun. À défaut d'une réaction du ministre de la Santé publique que nous avons saisi par correspondance, nous avons adressé la préoccupation au délégué régional de la santé publique du littoral lors du lancement de la campagne populaire régionale de vaccination. Le testing des voyageurs surtout, c'est ce que vous voulez demander? Absolument. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous me donniez l'opportunité d'en parler. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés, entre autres ce dont vous êtes en train de parler. Mais nous avons mis un système en route qui tourne autour d'une plateforme qui a d'abord été mal utilisée, mais qui aujourd'hui est de mieux en mieux utilisée par nos collègues et nos collaborateurs qui sont sur le terrain, ce qui a facilité déjà le rendu des résultats. Aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, on n'a presque personne qui perd son voyage après avoir été testé. Le problème était qu'on essayait de contourner la plateforme sur le terrain pour continuer les malversations. Mais cette plateforme a nettement réduit et plus les collaborateurs l'utiliseront, moins il y aura des malversations. Et c'est pour cela que nous sommes en pleine sensibilisation pour que dans nos centres de dépistage, ce soit cette plateforme uniquement qui soit utilisée. Le ministère de la Santé publique se prévaut de 265 000 diagnostics PCR pour voyager effectués sur l'ensemble du territoire national depuis le début des testings. Le gouvernement, pour sa part, aurait passé des marchés de 7 milliards de francs CFA, mais l'on ignore si les commandes ont été entièrement livrées, car les actes de monnayage et de corruption sont par ailleurs accentués par les pénuries des tests Covid-19 dans divers centres de testing. En tout cas, la tendance à la généralisation des monnayages des tests voyageurs au Cameroun viole la Convention africaine sur la lutte contre la corruption, la Charte africaine des droits de l'homme ou encore la Charte africaine de la gouvernance, des textes signés en guise d'engagement par le pays. Des publi-reportages dans ce journal, c'est une explosion de joie observée chez les meilleurs employés de l'entreprise Isacam, agence de Bafoussam. Grâce à leur ardeur au travail et leur détermination, Isacam a répondu aux préoccupations des populations en matière d'hygiène et de salubrité publique. Les meilleurs employés de cette entreprise ont reçu des primes d'encouragement. Reportage. Jour de proclamation des résultats à la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun, Isacam, agence de Bafoussam. Dans la cour, les employés s'impatientent. Sur leur visage transparaît l'anxiété. Ces chevaliers de la propreté entonnent le chant de ralliement. La pression baisse légèrement et la présidente de la commission des élections peut alors décliner les critères d'éligibilité. Nous allons récompenser les employés les plus méritants, tant du fait de leur assiduité au travail que de leur constance dans l'effort et leur engagement professionnel.
La priorité doit être accordée aux employés opérationnels qui n'ont pas reculé malgré la crise sanitaire. Puis vint l'instant fatidique. L'honneur revient au directeur de l'agence de lever le mystère sur l'identité des meilleurs employés de l'année 2020. Le meilleur employé de l'agence Bamaté Bangou s'appelle M. Ndjemeni Massimilien Bafoussam. Évidemment, commencer par le troisième. Il s'agit de M. Yende Mouan Ousmane. Le deuxième, M. Nzema Cyril. Il s'agit de M. Thomson Roger Martial. Heureux, les meilleurs ne parviennent pas à dissimuler leurs émotions et livrent quelques secrets qui ont plaidé en leur faveur. Le respect de la hiérarchie et le respect de tout le personnel. Franchement, c'est le respect, la disponibilité. Quand on a besoin de nous pour travailler, on nous sollicite pour travailler, même si ce n'est pas notre cas de service, nous venons travailler. Et le cas est même maintenant là. Alors si je devais travailler en soirée, mais moi voici, je suis là ici, on m'a appelé ce matin, je suis là. Malgré l'euphorie, les voilà nouveaux sur le terrain. Travail bien coordonné. Les éboueurs ne reculent devant aucun tas d'immondices. Les déchets collectés sont acheminés vers la décharge. Cette récompense des meilleurs employés est devenue une tradition à Isakam. Je dirais aux autres personnels de donner le meilleur d'eux. L'échéance de 2022 arrive et l'entreprise a coutume de primer les meilleurs employés. Il faudrait qu'ils se donnent des chances de pouvoir décrocher ce prix. L'engagement de la société Isakam pour l'assainissement du cadre de vie des populations des villes de Bafoussam, Banté et Bangou n'a cependant pas occulté la nécessité de préserver la santé de ses employés en cette période de Covid-19. Se laver les mains, le lavage des mains, le port de masque était toujours important, la distanciation, c'est-à-dire le respect des mesures barrières a été toujours quelque chose pour lequel à Isakam, à chaque jour, nous le révérons, chaque jour, nous le parlons. Nous disons à nos employés tous les jours, c'est la première des choses. Bien plus qu'une récompense, cette reconnaissance est une source de motivation pour les autres employés, désormais déterminés à travailler dur pour figurer parmi les meilleurs l'année prochaine. Orange Cameroun est un partenaire majeur de la culture. Cette entreprise de téléphonie mobile, leader dans son secteur d'activité, a été aux côtés de la projection en avant-première du film Fishman's Diaries, un film qui met en exergue la problématique de l'éducation de la jeune fille, des valeurs sociales défendues par Orange Cameroun. Reportage. Orange aux côtés de la culture. Après la signature de partenariat faisant de Kang King-chus un ambassadeur de la marque, place à l'avant-première du film Fisherman's Diary. Une salle d'invités triés sur le volet qui ont pu apprécier le contenu du long métrage qui a su toucher le public par le thème central dont il traite, à savoir l'éducation de la jeune fille. Ce qu'on peut retenir après avoir regardé ce film, c'est d'abord en premier surtout l'émotion. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'ai failli écraser, non seulement écraser, mais j'ai failli pleurer quand même à un moment assez fort où toutes les femmes se sentiraient un petit peu blessées. Il a porté le vrai message, celui de l'ignorance. Les dégâts que peut faire l'ignorance et l'absence d'éducation. Au-delà de l'intrigue, la qualité de la production a su trouver le chemin vers un public conquis. La grosse surprise pour moi était la qualité du travail technique, des images. Alors j'étais tellement surpris, je dirais même abasourdi par cette qualité de travail. C'est presque une production, je dirais, digne d'un film d'Hollywood. Une production cinématographique appuyée par l'entreprise Orange au plus près de la culture, attachée aux valeurs sociales comme l'éducation pour tous. Right now we are working in partnership with the Orange Foundation. We are trying to see how we can take this film to rural communities because my objective was not just to get this film on Netflix. I wanted to make sure that we sensitize the public. Fisherman's Diary, une aventure qui vous invite à la contempler et la vivre aux côtés d'Orange Cameroun, acteur majeur de la culture.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Test Covid en bonnet pour avoir le négatif. Certains ont payé jusqu'à 100 000 francs CFA pour obtenir les résultats de leur diagnostic PCR, document indispensable pour se rendre à l'étranger. Vous avez suivi le cri de colère d'une Camerounaise résidant à l'étranger. Elle accuse certains agents de santé de lui avoir vendu son test négatif, car selon elle, elle était en parfaite santé. D'autres ont payé entre 10 000 et 25 000 francs CFA. Interrogé sur la question dans cette enquête menée par nos reporters, le délégué régional de la santé pour le littoral estime que la situation s'est régularisée et qu'il y a désormais plus de transparence avec une plateforme qui a été mise en place pour assurer le suivi des voyageurs et tracer les cas positifs de Covid-19. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite. Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief compagnie du docteur Louison Essomba, Charles Elisan, Charles Ndikam et Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, une autre